La boutique d'antiquités de Juliette Moreau, nichée dans une ruelle pavée à l'ombre de Notre-Dame, était baignée par la lumière dorée du crépuscule parisien. Les rayons du soleil couchant dansaient sur les objets anciens, créant un ballet d'ombre et de reflets. Juliette, une femme de 35 ans aux cheveux auburn et au regard perçant, époussetait délicatement un miroir qu'elle venait d'acquérir lors d'une vente aux enchères d'une vieille succession. Le miroir était magnifique, un cadre en bois d'ébène sculpté de motifs floraux entrelacés, orné de feuilles d'or vieillies. Le verre lui-même avait cette teinte légèrement verdâtre des miroirs anciens, témoignant de ces 2 siècles d'existence. « Tu es une merveille » murmura-t-elle en passant un chiffon doux sur sa surface. « Quel secret gardes-tu, je me le demande ?» La nuit était tombée quand Juliette termina enfin de restaurer le miroir. La boutique était silencieuse, hormis le tic-tac régulier de l'horloge comtoise dans le coin. Elle se plaça devant le miroir pour admirer son travail, satisfaite. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se détourner, quelque chose d'étrange se produisit. Son reflet demeura immobile une fraction de seconde après elle. Juliette se figea, scrutant attentivement le miroir. « Je travaille trop », se dit-elle en secouant la tête. Pourtant, un frisson désagréable parcourut son échine. En fermant sa boutique, elle jeta un dernier regard au miroir. Était-ce son imagination, ou son reflet lui avait-il souri différemment? Sur le chemin du retour, le long des quais de Seine, Juliette ne put s'empêcher de remarquer son reflet dans les vitrines des magasins fermés. À chaque fois, elle avait l'impression que son image persistait un instant après son passage, comme si elle la regardait s'éloigner. « Mademoiselle ? Vous avez oublié ceci. » Juliette sursauta. Un vieil homme lui tendait son écharpe tombée au sol. « Merci, balbutia-t-elle, troublée. Je suis un peu distraite ce soir. » « Méfiez-vous des reflets trompeurs, répondit l'homme avec un sourire énigmatique. Ils ne montrent pas toujours ce que nous sommes. Avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il avait disparu dans la foule. Cette nuit-là, Juliette fit un rêve étrange. Elle se tenait devant le miroir de sa boutique, mais son reflet agissait indépendamment d'elle, lui faisant signe de s'approcher, comme pour l'inviter à traverser le verre. Derrière son reflet, elle apercevait un Paris différent, plus sombre, plus ancien, où les gargouilles de Notre-Dame semblaient vivantes, leurs yeux de pierre suivant ses mouvements. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Sur sa table de nuit, son miroir de poche reflétait la lumière de la lune. Juliette aurait juré avoir vu une ombre se mouvoir à sa surface. Marcel Laurent gravissait les marches en colimaçon menant autour de Notre-Dame, son carnet de notes serré contre sa poitrine. À 28 ans, ce doctorant en histoire médiévale consacrait sa thèse aux gargouilles et chimères de la cathédrale, ces gardiens de pierre qui veillaient sur Paris depuis des siècles. Attention à la marche, lui lança le guide qui l'accompagnait. Ces escaliers ont vu défiler 8 siècles de visiteurs. Marcel hocha la tête, absorbé par ses pensées. Depuis quelques semaines, ses recherches avaient pris une tournure inattendue. Il avait découvert dans des manuscrits anciens des références à un « ordre des gardiens » lié aux gargouilles, comme si ces créatures de pierre avaient une fonction au-delà de simples gouttières décoratives. Arrivé sur la galerie, Marcel fut saisi par la vue panoramique de Paris et par la proximité des gargouilles. Le vent sifflait entre les chimères, créant presque l'illusion de murmures. « Je vous laisse 1 heure, dit le guide. N'oubliez pas, certaines zones sont encore fragiles après l'incendie. » Seul parmi les monstres de pierre, Marcel sortit son appareil photo et commença à documenter les détails des sculptures. Une gargouille en particulier attira son attention, un démon ailé dont le regard semblait suivre ses mouvements. « Tu as l'air de vouloir me dire quelque chose, » murmura Marcel en s'approchant. Le vent se leva soudainement, faisant claquer son carnet ouvert. Les pages tournèrent frénétiquement avant de s'arrêter sur un croquis qu'il avait fait d'après un manuscrit, un cercle de miroirs entourant une gargouille. Cette nuit-là, Marcel fit un rêve saisissant. Les gargouilles de Notre-Dame s'animaient, leurs ailes de pierre battant lourdement dans le ciel nocturne de Paris. Elles formaient un cercle autour de la cathédrale, comme pour la protéger d'une menace invisible. « Nous sommes les gardiens de la frontière », lui disait la gargouille démoniaque qu'il avait photographiée. Les miroirs sont des portes, et les portes s'ouvrent des 2 côtés. Marcel se réveilla en sueur, les mots résonnant encore dans son esprit. Sur son bureau, l'écran de son ordinateur s'était allumé tout seul, affichant une page d'archives qu'il n'avait jamais vue, un rapport datant de 1887 sur des disparitions mystérieuses liées à des miroirs anciens. Le lendemain, ses recherches le menèrent à une petite boutique d'antiquités près de Notre-Dame. La clochette tinta doucement lorsqu'il poussa la porte. « Bonjour », l'accueillit une femme aux cheveux auburn. « Je suis Juliette Moreau.
Je peux vous aider? Je cherche des informations sur d'anciens miroirs, expliqua Marcel. Pour ma thèse sur les légendes parisiennes. Le regard de Juliette s'assombrit imperceptiblement. Les miroirs ont toujours été entourés de superstitions, dit-elle en le guidant vers l'arrière-boutique. Certains disent qu'ils capturent des fragments d'âme à chaque reflet. Et vous, qu'en pensez-vous? Demanda Marcel, notant la tension dans sa voix. Juliette s'arrêta devant un miroir magnifiquement ouvragé. Je pense que certains objets ont une mémoire, répondit-elle. Et parfois, cette mémoire veut se libérer. Leurs regards se croisèrent dans le reflet du miroir. Pendant un instant, Marcel crut voir autre chose derrière les yeux de Juliette, quelque chose d'ancien et d'affamé. Sophie Delacroix observait son amie Juliette avec une inquiétude grandissante. Assise à la terrasse d'un café près du Panthéon, elle partageait un déjeuner que Juliette avait à peine touché. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda Sophie en posant sa main sur celle de son amie. « Tu sembles différente ces derniers jours. » Juliette, dont les yeux ne cessaient de dériver vers les surfaces réfléchissantes autour d'elle, la vitrine du café, les lunettes de soleil des passants, même la carafe d'eau sur leur table sursauta légèrement. « Je dors mal, répondit-elle avec un sourire forcé. Ce nouveau miroir que j'ai acquis me donne beaucoup de travail. Sophie, photographe de 32 ans aux cheveux courts et à l'intuition affûtée, n'était pas convaincue. Elle connaissait Juliette depuis l'université, jamais elle ne l'avait vue aussi nerveuse, aussi absente. « Tu sais que tu peux tout me dire, insista-t-elle. On a traversé des moments difficiles ensemble. » Un éclair passa dans les yeux de Juliette, comme si quelque chose en elle luttait pour s'exprimer. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, jetant un regard presque craintif vers la vitrine. « Je dois y aller, dit-elle brusquement en se levant. J'ai un client important cet après-midi. » Sophie la regarda s'éloigner, son inquiétude se transformant en détermination. Quelque chose n'allait pas, et elle était bien décidée à découvrir quoi. Cet après-midi-là, Sophie se rendit à la Bibliothèque nationale, où travaillait une ancienne connaissance, Éric Lemoine, spécialiste des manuscrits anciens. Des disparitions liées à des miroirs, répéta Éric, intrigué par sa demande. C'est spécifique. Attends-moi ici. Il revint une demi-heure plus tard avec plusieurs dossiers jaunis. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. Une série de disparitions inexpliquées en 1897, puis à nouveau en 1954. Les victimes avaient toutes acquis des miroirs anciens peu avant de disparaître. Sophie parcourut les documents, son cœur s'accélérant. Les descriptions correspondaient au miroir que Juliette lui avait montré avec tant de fierté la semaine précédente. Il y a autre chose, ajouta Éric, baissant la voix. Dans certains cas, les victimes ont été revues après leur disparition, mais leur comportement était si étrange que leurs proches affirmaient qu'il ne s'agissait pas vraiment d'elles. Cette nuit-là, Sophie ne put s'empêcher de penser à Juliette. Elle lui envoya un message, « Il faut qu'on parle. C'est important. Je passe chez toi. » Sans attendre de réponse, elle se rendit à l'appartement de son amie. La porte était entr'ouverte. « Juliette » appela-t-elle en entrant. L'appartement était plongé dans la pénombre, uniquement éclairé par la lueur bleuâtre de la pleine lune qui filtrait à travers les fenêtres. Sophie avança prudemment, appelant son amie à nouveau. Un bruit étouffé provenant de la chambre attira son attention. Elle poussa doucement la porte. Juliette se tenait devant sa coiffeuse, immobile, fixant son reflet dans le miroir. Mais quelque chose n'allait pas, le reflet semblait sourire, alors que le visage de Juliette était figé dans une expression de terreur. « Juliette » murmura Sophie, paralysée par la scène surréaliste. Le reflet tourna lentement la tête vers Sophie, indépendamment de Juliette. Ses yeux, dans le miroir, étaient d'un noir d'encre. « Aide-moi » articula silencieusement Juliette, une larme coulant sur sa joue. Sophie s'élança vers elle, mais trop tard. La surface du miroir ondula comme de l'eau, et Juliette fut aspirée à l'intérieur avec un cri étouffé. À sa place émergea son reflet, qui se tourna vers Sophie avec un sourire glacial. « Juliette est partie » dit la créature avec la voix de son amie, mais teintée d'un accent étrange, ancien. « Et tu es la prochaine. » Sophie recula, horrifiée, heurtant le mur derrière elle. Son coude cogna un petit miroir qui tomba et se brisa. La créature qui avait pris l'apparence de Juliette hurla de douleur, comme si le miroir brisé l'avait blessée. Profitant de cette distraction, Sophie s'enfuit de l'appartement. Dans sa panique, elle ne remarqua pas immédiatement l'homme qui l'observait depuis l'autre côté de la rue Marcel Laurent, qui avait suivi sa propre piste jusqu'à Juliette.
La pluie battait contre les vitres du petit café où Marcel et Sophie s'étaient réfugiés, à bonne distance de l'appartement de Juliette. Leur tasse de café refroidissait, oubliée, tandis qu'ils échangeaient leurs découvertes. « J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer, » dit Sophie, les mains encore tremblantes. Juliette a été, aspirée par ce miroir, et quelque chose d'autre a pris sa place. Marcel hocha gravement la tête. Mes recherches m'ont mené à une légende ancienne. Certains miroirs ne seraient pas de simples objets, mais des portails vers un autre monde, un monde parallèle habité par des entités qui cherchent à prendre notre place. Et les gargouilles, demanda Sophie, se rappelant les notes qu'il lui avait montrées. Elles seraient des gardiens, placés là pour empêcher ces entités de traverser en masse. C'est pour cela qu'elles sont concentrées autour des cathédrales et des lieux sacrés, des points d'ancrage entre les mondes. Un silence pesant s'installa entre eux, uniquement rompu par le crépitement de la pluie. Il y a quelqu'un que nous devrions rencontrer, dit finalement Marcel. Un vieil artisan verrier nommé Henri Beaumont. Sa famille fabrique des miroirs depuis le XVIIe siècle. Si quelqu'un connaît la vérité, c'est lui. L'atelier d'Henri Beaumont se trouvait dans une cour discrète du Marais, loin des circuits touristiques. Le vieil homme de 80 ans, au dos voûté mais au regard vif, les accueillit avec une méfiance à peine dissimulée. Peu de gens s'intéressent encore aux anciennes techniques de fabrication des miroirs, dit-il en les guidant à travers son atelier encombré d'outils et de fragments de verre. Encore moins à leurs secrets. Nous cherchons des réponses sur un miroir ancien, expliqua Marcel. Un miroir qui aurait pris notre ami. Henri se figea, ses yeux pâles scrutant intensément leur visage. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Le moment où le reflet prend vie? Sophie acquiesça, la gorge nouée par l'émotion. Le vieil homme soupira profondément et les conduisit vers l'arrière de l'atelier. Il déverrouilla une porte en bois massif, révélant une petite pièce au mur couvert de miroirs tous soigneusement voilés de tissu noir. L'histoire remonte à mon ancêtre, Gaspard Beaumont, maître verrier sous Louis XIV, commença Henri. Il collaborait avec un alchimiste nommé Étienne Valmont, qui cherchait le secret de l'immortalité. Valmont était persuadé que l'âme humaine pouvait être capturée et préservée dans un miroir spécialement conçu. Henri dévoila partiellement un des miroirs, révélant un cadre orné de symboles ésotériques. Ils ont créé cet miroir, utilisant un amalgame de mercure et d'autres substances que je ne nommerai pas. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ces miroirs étaient des portes vers un autre monde, un monde où des entités attendaient une occasion d'entrer dans le nôtre. Les premiers incidents ont été discrets, des changements subtils de personnalité chez les propriétaires des miroirs. Puis des disparitions. L'Église a fini par intervenir. Un exorciste nommé Père Guillaume a compris la nature de la menace. Il a collaboré avec des maîtres sculpteurs pour créer les gargouilles de Notre-Dame, non pas comme simple décoration, mais comme gardiens enchantés pour contenir les entités. Pendant des siècles, l'équilibre a été maintenu. Les gargouilles veillaient, et les miroirs restants étaient gardés en sécurité ou détruits. Mais récemment, l'incendie de Notre-Dame, murmura Marcel, comprenant soudain. Henri acquiesça gravement. Les flammes ont affaibli l'enchantement. Et maintenant, les entités tentent à nouveau de traverser. Comment pouvons-nous sauver Juliette? Demanda Sophie, la voix brisée par l'émotion. Il existe un rituel, répondit Henri en se dirigeant vers une vieille armoire. Mais il est dangereux. Il permet de voir temporairement l'autre côté, de communiquer avec ceux qui y sont piégés. Mais attention, regardez trop longtemps, et vous risquez d'être aspiré à votre tour. Il en sortit un petit coffret en bois, contenant une fiole de liquide argenté et un parchemin jauni. Si votre amie est encore elle-même de l'autre côté, elle pourra peut-être vous aider à comprendre comment la libérer. Mais méfiez-vous, l'entité qui a pris sa place sentira votre intrusion et fera tout pour vous arrêter. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Henri les retint. Une dernière chose, les entités craignent les gargouilles. Si vous êtes en danger, cherchez refuge à Notre-Dame. Même affaiblis, elles vous protégeront. La nuit était tombée sur Paris lorsque Marcel, Sophie et Henri se retrouvèrent dans la boutique d'antiquité de Juliette. Le miroir maudit trônait contre le mur, recouvert d'un drap que Sophie n'osait pas retirer. « Êtes-vous certain de vouloir procéder ?» demanda Henri, déposant son coffret sur une table en bois patiné. Une fois le rituel commencé, il sera difficile de l'interrompre. Marcel et Sophie échangèrent un regard déterminé. « Nous devons sauver Juliette, affirma Sophie. Et comprendre ce qui se passe avant que d'autres personnes ne disparaissent. » Henri hocha la tête et ouvrit le coffret. À l'intérieur, la fiole de liquide argenté scintillait faiblement, comme animée d'une lumière propre.
Il déroula le parchemin jauni et commença à réciter des paroles en latin ancien, sa voix prenant une résonance étrange dans l'espace confiné de la boutique. « Maintenant, dit-il en tendant la fiole à Marcel, appliquez 3 gouttes sur vos paupières. Cela vous permettra de voir au-delà du voile. » Marcel s'exécuta, frissonnant au contact du liquide froid sur sa peau. Sophie fit de même, réprimant un hoquet de surprise face à la sensation brûlante qui suivit. « Retirez le drap » ordonna doucement Henri. Sophie tendit une main hésitante et dévoila le miroir. Au premier regard, il semblait normal, reflétant simplement la boutique et leur silhouette tendue. Puis, progressivement, l'image se transforma. Le reflet de la boutique s'assombrit, comme plongé dans un crépuscule perpétuel. Les couleurs s'inversèrent subtilement, ce qui était clair devenant sombre, et vice-versa. Mais le plus troublant était l'absence de leur propre reflet, remplacé par une vue de l'autre côté du miroir, comme à travers une fenêtre. « Mon Dieu » murmura Sophie. De l'autre côté s'étendait une version cauchemardesque de Paris. Notre-Dame s'y dressait, mais déformée, ses tours plus hautes et plus menaçantes, ses gargouilles visiblement animées, tournant leurs têtes de pierre pour surveiller les rues en contrebas. Le ciel était d'un rouge crépusculaire permanent, traversé d'éclairs silencieux. « C'est le monde des miroirs » expliqua Henri. « Un reflet tordu de notre réalité. » Marcel s'approcha davantage, scrutant les détails de ce monde étrange. Dans les rues, des silhouettes humaines déambulaient, mais leurs mouvements étaient saccadés, comme des marionnettes mal manipulées. « Regardez » s'exclama soudain Sophie, pointant vers une fenêtre dans une bâtisse qui semblait correspondre à l'appartement de Juliette. Derrière la vitre, une figure familière les observait. Juliette, son visage émacié pressé contre le verre, ses yeux écarquillés de terreur et d'espoir. Quand elle les aperçut, elle commença à gesticuler frénétiquement, formant des mots qu'ils ne pouvaient entendre. « Elle essaie de nous dire quelque chose, » dit Marcel, se concentrant pour lire sur ses lèvres. « Les portes s'ouvrent à minuit » déchiffra-t-il lentement. « Il prépare l'invasion. » Soudain, une ombre menaçante apparut derrière Juliette. Une créature à forme humaine, mais aux proportions légèrement déformées, la saisit brutalement et la tira loin de la fenêtre. « Juliette » cria Sophie, tendant instinctivement la main vers le miroir. « Ne touchez pas la surface » avertit vivement Henri, retenant son bras. « C'est ainsi qu'il vous attire à l'intérieur. » Le miroir commença à vibrer, sa surface ondulant comme de l'eau agitée. Des visages apparurent brièvement, des dizaines, peut-être des centaines de visages humains, tous hurlant silencieusement, implorant de l'aide. « Ce sont toutes les victimes » murmura Henri. « Piégées depuis des siècles pour certaines. » Marcel recula, bouleversé par cette vision. « Il prépare quelque chose. » Juliette a parlé d'une invasion à minuit. « L'incendie de Notre-Dame » réalisa Henri. « Il a affaibli le pouvoir des gargouilles. » Après des siècles d'attente, les entités pensent pouvoir enfin traverser en masse. Un craquement sonore les fit sursauter. Une fissure était apparue au coin du miroir, s'étendant lentement comme une toile d'araignée. « Ils ont senti notre présence » dit Henri, alarmé. « Recouvrez le miroir, vite. » Sophie jeta le drap sur le miroir juste au moment où la fissure atteignait le centre de la glace. Un hurlement inhumain, à peine audible, sembla résonner dans la boutique, puis le silence retomba. « Nous n'avons pas beaucoup de temps » déclara Henri, essuyant la sueur qui perlait sur son front. « Si j'ai bien compris ce que votre ami tentait de nous dire, les entités prévoient de traverser en masse à minuit, probablement lors de la prochaine pleine lune. »« C'est dans 3 jours » calcula rapidement Marcel. « Comment pouvons-nous les arrêter » demanda Sophie, encore secouée par la vision de Juliette prisonnière. Henri soupira profondément. « Il nous faut réveiller les gargouilles. »« Complètement. Elles sont notre seule défense contre cette invasion. »« Et comment fait-on ça » interrogea Marcel. « Il existe un rituel, décrit dans les manuscrits du père Guillaume. Mais il nécessite d'accéder au sommet de Notre-Dame, au cœur même du cercle des gargouilles. Et nous aurons besoin d'un objet appartenant à chaque personne que nous voulons sauver. » Sophie sortit de sa poche un petit pendentif en argent. « C'est l'anniversaire de Juliette que je lui ai offert l'année dernière. Elle ne s'en sépare jamais, sauf que la chose qui a pris sa place l'a laissée dans son appartement. Cela pourrait suffire » acquiesça Henri. « Mais nous devons nous préparer. Les entités savent maintenant que nous représentons une menace. Elles vont tenter de nous arrêter. » Comme pour confirmer ces paroles, les lumières de la boutique vacillèrent, plongeant momentanément la pièce dans l'obscurité. Lorsqu'elles se rallumèrent,
tous les objets réfléchissants de la pièce, vases en métal poli, bijoux anciens, vitres semblaient les observer. L'aube se levait sur Paris, baignant Notre-Dame d'une lumière dorée qui adoucissait les cicatrices laissées par l'incendie. Marcel se tenait sur le parvis désert, contemplant les gargouilles qui surplombaient la ville. Étaient-elles vraiment leurs alliés dans cette guerre invisible, ou simplement des témoins de pierre, indifférentes au sort des humains? J'ai trouvé, annonça Sophie en le rejoignant, brandissant un vieux carnet aux pages jaunies. Les archives du père Guillaume étaient exactement là où Henri l'avait indiqué. Ils s'installèrent sur un banc à l'écart et parcoururent ensemble le manuscrit. Les pages étaient couvertes de symboles ésotériques, de formules en latin et de croquis détaillés des gargouilles de Notre-Dame. « Regarde, dit Marcel, pointant un passage. Il décrit un rituel pour communiquer avec les gardiens de pierre. Il faut se placer au centre de la galerie des chimères à minuit et réciter cette invocation. » Sophie examina la formule. « Mais comment accéder aux tours? Elles sont fermées au public depuis l'incendie. »« J'ai peut-être une solution, répondit Marcel. Je connais le responsable des travaux de restauration. Si je lui explique que j'ai besoin d'accéder aux tours pour ma thèse. Tu ne vas pas lui parler d'invasion d'entités maléfiques venues d'un monde parallèle, j'espère, ironisa Sophie, malgré la tension évidente dans sa voix. Marcel sourit faiblement. Je vais rester vague sur mes motivations. Pendant ce temps, dans l'appartement de Juliette, l'entité qui avait pris sa place observait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Elle ajustait minutieusement ses expressions, s'entraînant à reproduire les sourires et les gestes de sa victime. « Ils savent, murmura-t-elle à son reflet. Ils ont vu de l'autre côté. » Le reflet sourit, d'un sourire qui n'avait rien d'humain. « Alors ils doivent être éliminés avant la nuit de passage. » L'entité acquiesça, ses yeux virant momentanément au noir d'encre avant de reprendre leur apparence normale. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Sophie. « Sophie ? C'est Juliette, dit-elle d'une voix parfaitement imitée. Je ne sais pas ce qui s'est passé l'autre soir, j'ai eu comme un malaise. Pouvons-nous nous voir? J'ai des choses importantes à te dire. » De l'autre côté de la ville, Henri Beaumont sentait le danger approcher. Il avait passé la matinée à préparer des protections autour de son atelier, des miroirs spécialement traités pour repousser les entités, des amulettes gravées de symboles anciens. Un bruit de verre brisé le fit sursauter. Dans son atelier, tous les miroirs non protégés explosaient simultanément, projetant des éclats dans toutes les directions. « Ils sont plus forts que je ne le pensais, » murmura-t-il en saisissant un petit miroir enchanté, sa dernière ligne de défense. À midi, Marcel avait obtenu l'autorisation d'accéder aux tours de Notre-Dame pour « des recherches académiques urgentes ». Sophie l'attendait au pied de la cathédrale, nerveuse. « Juliette m'a appelé, annonça-t-elle. Enfin, la chose qui se fait passer pour elle. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me rencontrer. Elle prétend ne pas se souvenir de ce qui s'est passé l'autre soir. » Marcel fronça les sourcils. C'est un piège évident. Je sais. Mais cela pourrait aussi être une opportunité de comprendre ce qu'il prépare. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Marcel. C'était Henri, sa voix tendue par l'urgence. Ils m'ont trouvé, dit-il sans préambule. Ils ont détruit tous mes miroirs de protection. Je ne tiendrai pas longtemps. Nous venons vous chercher, répondit Marcel. Non. Concentrez-vous sur le rituel. Je vais me réfugier à Notre-Dame. Les gargouilles me protégeront jusqu'à votre arrivée. Rappelez-vous, le rituel doit être accompli au crépuscule, quand la frontière entre les mondes s'amincit. La communication se coupa brusquement. Nous devons nous dépêcher, dit Marcel, entraînant Sophie vers l'entrée de la cathédrale. Ils gravirent les centaines de marches menant au tour, leurs pas résonnant dans l'escalier en colimaçon. Arrivés sur la galerie des chimères, ils cherchèrent Henri du regard, mais le vieil homme était introuvable. Henri, appela Sophie, sa voix emportée par le vent qui soufflait entre les gargouilles. Un gémissement faible attira leur attention. Henri était recroquevillé dans l'ombre d'une chimère, son visage pâle comme la pierre qui l'entourait. « Ils m'ont suivi, » murmura-t-il en leur montrant une entaille profonde sur son bras. « J'ai réussi à m'échapper, mais pas indemne. » Marcel examina la blessure, une coupure nette, comme faite par du verre. « Qui vous a attaqué? »« Pas qui, mais quoi, » corrigea Henri. « Les entités peuvent manipuler le verre et les surfaces réfléchissantes. Elles ont transformé mes propres miroirs en armes. » Sophie déchira un morceau de sa chemise pour bander la plaie. « Le rituel, Henri. Comment procède-t-on? » Le vieil homme sortit de sa poche un petit sachet de cuir usé.
des herbes et des poudres préparées selon les instructions du père Guillaume. Il faut les brûler au centre exact de la galerie, puis réciter l'invocation. Marcel prit le sachet et se dirigea vers le centre de la galerie circulaire, entouré par les gargouilles qui semblaient l'observer avec une attention accrue. Il disposa les herbes sur le sol de pierre et y mit le feu avec un briquet. Une fumée épaisse et aromatique s'éleva, formant d'étranges volutes qui s'enroulaient autour des gargouilles. Henri commença à réciter l'invocation en latin, sa voix gagnant en force malgré sa blessure. Custode lapidei, excitat ex somno vestro. Mindu in periculoe. Aperit oculo vestro et defendit nos contra tenebras speculorum. La fumée s'intensifia, prenant une teinte bleuâtre. Le vent cessa soudainement, comme si le temps lui-même s'était figé. Regardez, souffla Sophie, pointant vers la gargouille la plus proche. La créature de pierre avait imperceptiblement bougé. Ses yeux, auparavant fixés sur l'horizon, étaient maintenant tournés vers eux. Un craquement sourd résonna, puis un autre. Autour d'eux, les gargouilles s'éveillaient, leurs membres de pierre s'assouplissant comme s'ils étaient faits de chair. Ça fonctionne, murmura Marcel, fasciné et terrifié à la fois. La plus grande des gargouilles, un démon ailé aux cornes torsadées, tourna complètement sa tête vers eux. Sa gueule de pierre s'ouvrit, et une voix profonde, semblant provenir des entrailles même de la cathédrale, s'éleva. Après des siècles de sommeil, nous sommes appelés. Qui ose réveiller les gardiens? Henri s'avança, s'appuyant sur Marcel. Je suis Henri Beaumont, descendant de ceux qui vous ont créé. Nous faisons face à la menace pour laquelle vous avez été sculptés. La gargouille les observa longuement, ses yeux de pierre brillant d'une lueur intérieure. Les entités du monde des miroirs. Nous les sentons. Elles se rassemblent, plus nombreuses que jamais. L'incendie a affaibli votre pouvoir, expliqua Marcel. Elle prévoit de traverser en masse demain à minuit. Un grondement collectif parcourut toutes les gargouilles, faisant vibrer la pierre sous leurs pieds. Nous ne sommes plus aussi forts qu'autrefois, admit la gargouille. La cathédrale a souffert, et nous avec elle. Mais nous honorerons notre serment. Sophie s'avança à son tour. Mon amie, Juliette, est prisonnière de l'autre côté. Pouvez-vous l'aider? La gargouille tendit une griffe de pierre vers le pendentif que Sophie tenait. Nous pouvons la localiser grâce à cet objet qui lui appartient. Mais la libérer nécessitera que vous affrontiez son double. Comment? Demanda Marcel. Les entités ne peuvent exister dans notre monde que si leur victime reste prisonnière de l'autre côté. Forcez le double à se regarder dans un miroir enchanté, et la véritable nature de la créature sera révélée, affaiblissant momentanément son emprise. À cet instant précis, votre ami pourra tenter de reprendre sa place. Henri hocha la tête. J'ai un tel miroir dans mon atelier, s'il n'a pas été détruit. La gargouille se redressa de toute sa hauteur. Cette nuit, nous patrouillerons la ville. Nous ne pouvons empêcher toutes les entités déjà présentes d'agir, mais nous pouvons limiter leurs mouvements. Demain soir, nous nous rassemblerons ici pour faire face à l'invasion. Comme pour confirmer ces paroles, les autres gargouilles commencèrent à s'étirer, leurs ailes de pierre se déployant avec un bruit de roches broyées. L'une après l'autre, elles se détachèrent de leur socle et s'envolèrent lourdement dans le ciel parisien, provoquant la stupéfaction des passants en contrebas. Les gens vont paniquer, s'inquiéta Sophie. Peut-être, répondit la gargouille principale, mais la peur est préférable à l'ignorance face au danger qui vient. Alors qu'il redescendait les escaliers de la tour, Marcel ne put s'empêcher de demander, pourquoi nous aider? Qu'est-ce que cela vous apporte? Henri répondit à sa place, les gargouilles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont les gardiennes de l'équilibre. Si les entités envahissent notre monde, cet équilibre sera rompu à jamais. En sortant de Notre-Dame, ils aperçurent les silhouettes massives des gargouilles qui se découpaient sur le ciel crépusculaire, volant en formation au-dessus de Paris. Déjà, les réseaux sociaux s'enflammaient, les vidéos du phénomène inexplicable se multipliant. Maintenant, dit Henri, il nous faut confronter le double de Juliette avant qu'il ne comprenne ce que nous avons fait. La pleine lune se levait sur Paris, baignant la ville d'une clarté surnaturelle. Dans les rues, une atmosphère étrange régnait, un mélange de fascination et de terreur face aux gargouilles qui patrouillaient le ciel. Les autorités avaient publié des communiqués parlant d'hologrammes, d'une installation artistique non autorisée, mais peu y croyaient. Marcel, Sophie et Henri s'étaient réfugiés dans l'atelier partiellement dévasté de ce dernier. Le vieil homme fouillait frénétiquement parmi les débris, à la recherche du miroir enchanté dont ils avaient besoin. Le voilà, s'exclama-t-il enfin,
extirpant des décombres un petit miroir à main au cadre d'argent noirci. Il a survécu. Sophie observait nerveusement par la fenêtre. Les rues sont presque désertes. Les gens restent chez eux à cause des gargouilles. Ce qui nous arrange, commenta Marcel. Moins de témoins, moins de victimes potentielles si les choses tournent mal. Henri nettoya soigneusement le miroir avec un chiffon spécial. Ce miroir a été créé par mon arrière-grand-père pour révéler la véritable nature des choses. Une entité ne peut maintenir son apparence humaine si elle s'y regarde. Comment allons-nous attirer le double de Juliette ? Demanda Sophie. Marcel sortit son téléphone. Je vais l'appeler et lui dire que nous avons découvert un moyen de renforcer les miroirs pour l'invasion de ce soir. Ça devrait l'intéresser suffisamment pour qu'elle vienne. L'appel fut bref. La voix qui répondit ressemblait parfaitement à celle de Juliette, mais avec une froideur subtile qui donnait des frissons à Marcel. Elle arrive, annonça-t-il en raccrochant. Elle semblait excitée. Elle pense venir éliminer les derniers obstacles à leur plan, expliqua Henri. Positionnez-vous de chaque côté de la porte. Dès qu'elle entre, il faudra la maîtriser et la forcer à regarder le miroir. Ils attendirent dans un silence tendu, chacun occupant sa position. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insupportable. Enfin, des pas résonnèrent dans l'escalier. La porte s'ouvrit, révélant Juliette ou plutôt la créature qui avait pris son apparence. Elle souriait, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. « Bonsoir, dit-elle en entrant prudemment. Vous avez parlé d'une découverte importante ? » Marcel referma la porte derrière elle. En effet. Quelque chose qui pourrait changer l'issue de cette nuit. La fausse Juliette balaya la pièce du regard, notant les positions de chacun. Son sourire s'effaça progressivement. « Vous mentez, dit-elle, sa voix perdant son humanité. Vous savez. » Elle se retourna brusquement pour partir, mais Sophie bloquait déjà la porte. Henri s'avança, tenant le miroir enchanté devant lui. « Regardez votre véritable visage, créature, ordonna-t-il. » La fausse Juliette hurla, un cri qui n'avait rien d'humain, et se jeta sur Henri. Le vieil homme tomba à la renverse, le miroir s'échappant de ses mains. Marcel s'élança, saisissant la créature par les épaules tandis que Sophie récupérait le miroir. « Maintenant » cria Marcel, maintenant fermement l'entité qui se débattait avec une force surhumaine. Sophie plaça le miroir devant le visage de la créature. Un phénomène terrifiant se produisit, le visage de Juliette se déforma dans le reflet, révélant une entité aux traits inhumains, à la peau translucide comme du verre et aux yeux noirs comme l'obsidienne. La créature hurla à nouveau, son cri faisant vibrer toutes les surfaces vitrées de l'atelier. Elle se débattit avec une vigueur renouvelée, projetant Marcel contre un mur. « Continuez, haleta Henri. » Le lien s'affaiblit. Sophie maintint fermement le miroir, malgré la terreur que lui inspirait le visage monstrueux qui s'y reflétait. « Juliette, cria-t-elle. Si tu m'entends, c'est le moment. Reviens. » Dans le monde des miroirs, la véritable Juliette sentit soudain les chaînes invisibles qui la retenaient se desserrer. Autour d'elle, le Paris cauchemardesque tremblait, comme secoué par un séisme. À travers une fenêtre, elle pouvait voir l'atelier d'Henri, comme à travers un voile de brume. « Sophie » cria-t-elle, sa voix se perdant dans le vide entre les mondes. Elle s'élança vers la fenêtre, poussée par un instinct désespéré. Le verre ondula comme de l'eau lorsqu'elle le toucha, offrant une résistance momentanée avant de céder. Dans l'atelier, un phénomène extraordinaire se produisait. Le corps de la fausse Juliette convulsait, comme tiraillé entre deux forces opposées. Sa peau semblait par moments transparente, révélant une anatomie qui n'avait rien d'humain. « Elle arrive » murmura Henri. « Je la sens. » Un éclair de lumière aveugla momentanément la pièce. Lorsque leur vision s'éclaircit, Juliette gisait au sol, immobile. « Juliette » appela doucement Sophie, s'approchant avec précaution. Les yeux de Juliette s'ouvrirent brusquement. Elle prit une inspiration désespérée, comme quelqu'un qui a été privé d'air trop longtemps. « Sophie ? Marcel ? Est-ce que c'est vraiment vous ?» Sophie se précipita pour la prendre dans ses bras, pleurant de soulagement. « C'est nous. Tu es revenu. » Juliette tremblait, s'accrochant à son amie. C'était horrible. Ce monde, il y a tant de gens piégés là-bas. Et les entités, elles se préparent. Des centaines, peut-être des milliers d'entre elles. Marcel l'aida à se relever. Que prépare-t-elle exactement ? Une invasion, répondit Juliette, encore chancelante.
À minuit, quand la lune sera au zénith, tous les miroirs de Paris deviendront des portails. Elles traverseront en masse, prenant la place de quiconque se trouvera devant un reflet à ce moment-là. Henri consulta sa montre. Il est 22h30. Nous avons moins de 2 heures pour nous préparer. Un grondement sourd fit vibrer les vitres. Dehors, les gargouilles se rassemblaient, volant en formation serrée vers Notre-Dame. Elles sentent que le moment approche, dit Henri. Nous devons les rejoindre. La cathédrale sera l'épicentre, le point où la barrière entre les mondes est la plus mince. Ils quittèrent l'atelier et se dirigèrent vers Notre-Dame. Les rues étaient désormais complètement désertes, plongées dans un silence inquiétant. Seul le battement lourd des ailes de pierre des gargouilles troublait la quiétude nocturne. Arrivés sur le parvis, ils constatèrent que les gargouilles avaient formé un cercle protecteur autour de la cathédrale. Certaines étaient retournées à leur position d'origine sur l'édifice, tandis que d'autres patrouillaient les alentours. La gargouille principale, le démon ailé aux cornes torsadées, descendit à leur rencontre. Leur approche, dit-elle de sa voix caverneuse. Nous sentons les entités qui se massent de l'autre côté, prêtes à traverser. Juliette s'avança. J'étais là-bas. Je sais ce qu'elles prévoient. Elles vont utiliser tous les miroirs, toutes les surfaces réfléchissantes de la ville comme point de passage. Nous ne pourrons pas tous les protéger, admit la gargouille. Mais si nous parvenons à maintenir fermé le portail principal, ici à Notre-Dame, leur invasion sera considérablement affaiblie. Comment faire, demanda Marcel. La gargouille désigna le centre du parvis. Il y a là, sous nos pieds, un ancien sceau placé par le père Guillaume. Si nous parvenons à le réactiver avec le sang d'une personne qui a traversé le miroir et en est revenue, nous pourrons sceller temporairement la frontière entre les mondes. Tous les regards se tournèrent vers Juliette. Mon sang, demanda-t-elle, pâlissant légèrement. Quelques gouttes suffiront, assura la gargouille. Mais la décision t'appartient. Tu as déjà beaucoup souffert. Juliette prit une profonde inspiration. Je le ferai. Je ne laisserai pas d'autres personnes vivre ce que j'ai vécu. Alors qu'ils se préparaient pour le rituel, l'atmosphère changea subtilement. L'air semblait s'épaissir, vibrant d'une énergie malveillante. La lune, presque au zénith, paraissait plus grande et plus brillante que jamais. Ça commence, murmura Henri. Partout dans Paris, les miroirs commençaient à luire d'une lumière argentée. Dans les appartements, les magasins, les musées, chaque surface réfléchissante devenait un portail potentiel. Les quelques personnes encore éveillées qui se trouvaient devant un miroir à ce moment-là virent avec horreur leurs reflets s'animer indépendamment d'eux, tendant les mains comme pour les saisir. Sur le parvis de Notre-Dame, les gargouilles formèrent un cercle serré autour de Juliette et ses amis. La gargouille principale gratta le sol avec ses griffes, révélant un ancien symbole gravé dans la pierre, un entrelac complexe de runes et de signes ésotériques. Le sang, demanda-t-elle, tendant une griffe acérée vers Juliette. Avec détermination, Juliette tendit sa main. La gargouille l'entailla légèrement, permettant à quelques gouttes de sang de tomber sur le symbole. Dès que le sang toucha la pierre, le symbole s'illumina d'une lueur bleuâtre. Une onde d'énergie se propagea en cercle concentrique, faisant vibrer l'air autour d'eux. Le sceau est activé, annonça la gargouille. Mais ils vont résister. Comme pour confirmer ses paroles, un craquement assourdissant retentit. L'air lui-même semblait se déchirer au-dessus de la cathédrale, révélant un aperçu fugace du monde des miroirs, un Paris cauchemardesque où des silhouettes inhumaines se massaient par milliers. Ils forcent le passage, cria Henri. Les gargouilles s'élevèrent d'un même mouvement, formant une barrière vivante entre les deux mondes. La bataille qui s'ensuivit défiait l'entendement, pierre contre verre, gardien contre envahisseur. Des éclats de lumière jaillissaient de la faille, illuminant la nuit parisienne comme un orage silencieux. Les gargouilles repoussaient les entités qui tentaient de traverser, leurs griffes et leurs crocs de pierre arrachant des hurlements inhumains à leurs adversaires. Sur le parvis, Marcel, Sophie, Juliette et Henri formaient un cercle autour du symbole lumineux, le protégeant des entités qui parvenaient à passer la défense des gargouilles. Le sceau tiendra-t-il, cria Sophie pour couvrir le vacarme de la bataille. Tant que nous le protégeons, répondit Henri. Mais il y a trop d'entités. Les gargouilles ne pourront pas toutes les contenir. En effet, malgré la vaillance des gardiens de pierre, certaines entités réussissaient à se faufiler à travers la faille. Elles prenaient forme humaine en touchant le sol, mais leurs mouvements saccadés et leurs yeux entièrement noirs trahissaient leur véritable nature. Marcel saisit un morceau de métal tombé de la cathédrale et frappa une entité qui s'approchait trop près. La créature se brisa comme du verre, ses fragments se dissolvant en fumée argentée.
Elles sont vulnérables une fois ici, cria-t-il. Le métal peut les détruire. Armés de cette connaissance, ils repoussèrent plusieurs vagues d'entités, protégeant le sceau qui pulsait maintenant d'une lumière de plus en plus intense. La bataille atteignit son paroxysme alors que minuit sonnait. La faille s'élargit dangereusement, menaçant d'engloutir la cathédrale entière. Les gargouilles, bien que luttant avec une férocité redoublée, commençaient à céder sous le nombre. « Il nous faut plus de puissance », hurla Henri par-dessus le tumulte. Juliette regarda le sceau, puis la faille béante au-dessus d'eux. Une compréhension soudaine illumina son visage. « Je sais quoi faire », dit-elle avec une détermination tranquille. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle s'élança vers le centre exact du sceau et plaça ses deux mains sur le symbole lumineux. « J'ai été des deux côtés », cria-t-elle. « Je peux fermer la porte. » Une colonne de lumière jaillit du sceau, enveloppant Juliette. Son corps s'éleva légèrement au-dessus du sol, comme suspendu dans l'énergie pure. La lumière s'intensifia jusqu'à devenir aveuglante, forçant tous les autres à détourner le regard. Un cri déchirant mi-humain, mi-autre retentit, et la colonne de lumière s'élança vers la faille, la traversant comme une lance. De l'autre côté, dans le monde des miroirs, la lumière frappa le point exact où la barrière entre les mondes était la plus fine. Une onde de choc se propagea, repoussant les entités et refermant progressivement la faille. Sur le parvis, le corps de Juliette retomba doucement sur le sol. Sophie se précipita vers elle, la prenant dans ses bras. « Juliette. Que as-tu fait » Les yeux de Juliette s'ouvrirent lentement. « J'ai utilisé mon lien avec les deux mondes, murmura-t-elle faiblement. Puisque j'ai existé des deux côtés, je pouvais recoudre la déchirure. Au-dessus d'eux, la faille se refermait rapidement, aspirant les dernières entités qui avaient traversé. Les gargouilles, bien que visiblement affaiblies, maintenaient leur position, s'assurant que rien ne reste derrière. Lorsque la dernière lueur de la faille s'éteignit, un silence surnaturel tomba sur Paris. Pendant quelques instants, le temps sembla suspendu. Puis, une à une, les gargouilles retournèrent à leur position sur la cathédrale, redevenant progressivement immobiles, reprenant leur apparence de simples sculptures. La principale, cependant, s'attarda un moment. « Vous avez réussi, dit-elle à Juliette. La barrière est restaurée, plus forte qu'avant. Mais soyez vigilants tant qu'il y aura des miroirs, il y aura un risque. » Sur ces mots, elle s'envola lourdement vers sa place au sommet de Notre-Dame, où elle se figea à nouveau, reprenant son éternelle veille sur la ville. L'aube se levait sur un Paris étrangement paisible. Les premières lueurs du jour caressaient les façades des bâtiments, illuminant les gargouilles de Notre-Dame qui avaient repris leur immobilité séculaire. Pour la plupart des Parisiens, les événements de la nuit précédente n'étaient qu'un rêve étrange, déjà en train de s'estomper de leur mémoire. Mais pour 4 personnes assises en silence dans un petit café près de la Seine, la réalité de ce qui s'était passé était indélébile. « Comment te sens-tu » demanda doucement Sophie à Juliette, qui fixait pensivement son reflet dans sa tasse de café. « Différente, répondit Juliette après un moment de réflexion. Comme si une partie de moi était restée là-bas, dans le monde des miroirs. Henri hocha la tête avec compréhension. C'est probablement le cas. Tu as servi de pont entre les deux mondes. Ce genre d'expérience laisse des traces. Marcel, qui était resté silencieux jusqu'alors, posa la question qui les préoccupait tous. Est-ce vraiment terminé? Les entités ne reviendront-elles pas? Henri soupira, passant une main sur son visage fatigué. La barrière est plus forte qu'avant, grâce au sacrifice de Juliette. Mais l'équilibre entre les mondes est fragile. Les entités chercheront toujours à traverser, et il y aura toujours des miroirs pour leur servir de porte. Alors nous devons rester vigilants, conclut Sophie. Juliette acquiesça, mais son expression suggérait qu'elle n'avait pas tout dit. Il y a autre chose, avoua-t-elle finalement. Quelque chose que j'ai compris quand j'étais de l'autre côté, et que j'ai confirmé hier soir pendant le rituel. Tous se tournèrent vers elle, attentifs. Le monde des miroirs n'est pas simplement un reflet tordu d'une autre, expliqua-t-elle. C'était le monde original. Un silence stupéfait accueillit cette révélation. Que veux-tu dire? Demanda Marcel, perplexe. Juliette prit une profonde inspiration. Les entités que nous combattons étaient autrefois les habitants légitimes de ce monde. Il y a des millénaires, lors d'un cataclysme que je n'ai pas pu comprendre entièrement, notre monde et le leur ont été inversés. Nous sommes devenus la réalité principale, et eux ont été relégués au statut de reflet. Henri fronça les sourcils, assimilant cette information. Cela expliquerait pourquoi elle cherche si désespérément à revenir.
Elles tentent de récupérer ce qu'elles considèrent comme leur dû. Exactement, confirma Juliette. Mais il y a plus. Les gargouilles ne sont pas simplement des gardiens créés par l'Église. Elles existaient avant, sous une autre forme. Elles sont les gardiennes de l'équilibre entre les mondes, veillant à ce qu'aucun des deux ne domine complètement l'autre. Alors elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, murmura Sophie. Non, acquiesça Juliette. Elles maintiennent simplement l'ordre cosmique. Si les entités avaient réussi leur invasion hier soir, les gargouilles auraient éventuellement rétabli l'équilibre, peut-être en nous aidant à reconquérir notre place des siècles plus tard. Marcel secoua la tête, troublé par ces révélations. Cela signifie-t-il que nous n'avons pas le droit d'être ici? Que nous sommes des usurpateurs? Je ne crois pas que ce soit si simple, répondit Juliette. Les deux mondes sont désormais entrelacés, interdépendants. Ni l'un ni l'autre ne peut exister sans son reflet. C'est pourquoi une invasion complète aurait été catastrophique non seulement pour nous, mais éventuellement pour les entités elles-mêmes. Henri se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Ce que tu dis change notre compréhension de tout ce que nous pensions savoir. Mais cela ne change pas notre responsabilité. Que veux-tu dire? Demanda Sophie. Nous sommes maintenant les gardiens de ce secret, expliqua le vieil homme. Nous devons veiller, comme les gargouilles, à ce que l'équilibre soit maintenu. Nous devons être vigilants face aux signes avant-coureurs des miroirs qui se comportent étrangement, des reflets qui persistent trop longtemps. Juliette acquiesça gravement. Et nous devons nous préparer. Ce que nous avons vécu n'était qu'une bataille dans une guerre millénaire. Il y en aura d'autres. Ils quittèrent le café et marchèrent ensemble jusqu'au parvis de Notre-Dame. La cathédrale se dressait, majestueuse dans la lumière matinale, ses gargouilles veillant silencieusement sur la ville. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Marcel à Juliette. Elle contempla la cathédrale un long moment avant de répondre. « Je vais continuer mon travail de restauration d'antiquités. Mais avec une nouvelle mission: identifier et neutraliser les objets dangereux, particulièrement les miroirs anciens. » « Tu n'as pas peur ?» s'inquiéta Sophie. « Après tout ce que tu as vécu ?» Juliette sourit faiblement. « Bien sûr que j'ai peur. Mais j'ai aussi une compréhension que peu de gens possèdent. Je peux faire la différence. » Henri posa une main sur son épaule. « Tu ne seras pas seul. Nous formerons un cercle de gardiens, comme ceux qui ont aidé le père Guillaume autrefois. » Marcel hocha la tête avec détermination. « Ma thèse prendra une direction légèrement différente. Je documenterai l'histoire véritable des gargouilles, codée de manière à ce que seuls ceux qui connaissent la vérité puissent la comprendre. Et moi, ajouta Sophie, je continuerai à photographier Paris, mais avec un œil nouveau. Je chercherai les anomalies, les reflets suspects, les signes avant-coureurs d'une nouvelle tentative. » Ils se turent un moment, contemplant la cathédrale et ses gardiens de pierre. Un lien invisible mais puissant s'était formé entre eux, forgé dans l'adversité et la révélation d'une vérité plus grande qu'eux-mêmes. « Il y a une dernière chose que je dois vous dire, » murmura Juliette, son regard fixé sur la plus grande des gargouilles. « Quand j'étais de l'autre côté, j'ai vu d'autres prisonniers, des centaines de personnes piégées au fil des siècles. Certaines ont perdu leur humanité, devenant des ombres sans substance. Mais d'autres résistent encore, conservant leur conscience. Tu veux les sauver, comprit Sophie. Juliette acquiesça. Je dois essayer. Maintenant que je connais le chemin, que j'ai un pied dans chaque monde, je pourrais trouver un moyen de les libérer. Henri fronça les sourcils, préoccupé. Ce serait extrêmement dangereux. Chaque personne que tu ramènerais affaiblirait la barrière entre les mondes. Je sais, admit Juliette. C'est pourquoi je dois d'abord comprendre pleinement l'équilibre dont tu parles. Trouver un moyen de libérer les prisonniers sans mettre en péril notre monde. Marcel posa une main sur son bras. Nous t'aiderons. Ensemble, nous trouverons une solution. Ils se séparèrent peu après, chacun retournant à sa vie avec une perspective transformée. Juliette rouvrit sa boutique d'antiquités, mais le miroir orné qui avait déclenché toute cette aventure n'y était plus exposé. Elle l'avait soigneusement emballé et caché dans un coffre-fort, premier artefact d'une collection qu'elle espérait ne jamais voir s'agrandir. Les semaines passèrent, puis les mois. Paris retrouva son rythme habituel, les événements étranges de cette nuit de pleine lune relégués au statut de rumeurs urbaines, d'hallucinations collectives rapidement oubliées. Mais parfois, lorsque le soleil se couchait sur la Seine et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, les passants attentifs pouvaient remarquer un changement subtil chez les gargouilles de Notre-Dame. Un mouvement imperceptible,
un regard de pierre qui semblait suivre ceux qui portaient trop d'attention aux reflets dans les vitrines des magasins ou dans les eaux calmes de la Seine. Et dans une petite boutique d'antiquités près de la cathédrale, 4 personnes se réunissaient régulièrement, partageant leurs découvertes et leurs inquiétudes, veillant sur une frontière invisible que la plupart ignoraient. Ils étaient devenus les nouveaux gardiens, les sentinelles humaines complétant la vigilance séculaire des gargouilles. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Juliette resta seule dans sa boutique après le départ de ses amis. Elle s'approcha d'un miroir ordinaire accroché au mur et posa délicatement sa main sur sa surface froide. « Je ne vous ai pas oublié, murmura-t-elle aux prisonniers invisibles de l'autre côté. Je trouverai un moyen. » Pendant un instant fugace, elle crut voir la surface du miroir onduler sous ses doigts, comme si quelqu'un de l'autre côté répondait à son toucher. Un frisson parcourut son échine non pas de peur, mais de détermination renouvelée. Car au-delà des reflets se cachait une vérité plus complexe qu'elle ne l'avait d'abord imaginée. Les mondes n'étaient pas simplement divisés en bien et mal, en original et copie. Ils étaient les deux faces d'une même réalité, chacun incomplet sans l'autre. Et peut-être, songea Juliette en s'éloignant du miroir, peut-être que le véritable équilibre ne résidait pas dans la séparation, mais dans une forme d'harmonie encore à découvrir. Une coexistence que ni les entités ni les humains n'avaient encore envisagée. C'était une question pour un autre jour. Pour l'instant, elle éteignit les lumières de sa boutique, jetant un dernier regard aux gargouilles qui se découpaient sur le ciel nocturne. « Bonne nuit, gardien, murmura-t-elle avant de fermer la porte, sachant que tant qu'elle veillerait, tant que le cercle des nouveaux gardiens resterait vigilant, Paris pourrait dormir en paix. Mais dans les profondeurs du monde des miroirs, quelque chose s'éveillait, quelque chose d'ancien et de patient, qui avait observé la bataille récente avec un intérêt calculateur. Quelque chose qui comprenait maintenant que Juliette représentait à la fois une menace et une opportunité. Car si une humaine pouvait traverser dans un sens, puis dans l'autre, et servir de pont entre les mondes, alors peut-être que l'équilibre tant vanté par les gargouilles n'était qu'une première étape vers une vérité plus profonde. Une vérité que cette entité ancienne était déterminée à découvrir, quitte à attendre des années que Juliette baisse sa garde. La malédiction des miroirs n'était pas levée. Elle avait simplement pris une nouvelle forme, plus subtile, plus patiente. Et quelque part dans Paris, un miroir attendait, reflétant un monde vide de présence humaine, mais où des ombres se rassemblaient, préparant leur prochaine tentative pour reconquérir ce qu'elles considéraient comme leur dû. Fin.